11 h à la une du live BFM, message reçu. Édouard Philippe dit avoir entendu ce qu'il appelle l'exaspération fiscale des Français qui s'est manifestée ces derniers mois. Comment baisser les impôts? Lesquels? Pour qui? C'est un peu la foire aux idées en ce moment. Et après cette restitution hier, l'opposition dénonce une mascarade, une opération de communication interminable. Comment le gouvernement peut-il en sortir par le haut? Et finalement, comment en sortir tout court alors que le président ne s'exprimera pas avant la semaine prochaine? On en débat aussi ce matin avec nos invités. Qui sont ce matin? Marie-Noëlle Lienemann, bonjour, sénatrice Bonjour. gauche républicaine et socialiste. Jean-François Césarini pour la majorité qui vient du Vaucluse. Annie Genevard, députée Les Républicains du Doubs. Et Christophe Barbier pour la Maison. Marie-Noëlle Lienemann, on ne sait pas encore pour l'instant ce qui va vraiment ressortir de ce grand débat, mais on sait quand même une chose, et c'est une bonne nouvelle, le gouvernement va continuer à baisser les impôts et plus vite. Oui, enfin, on a une lecture par Édouard Philippe très, comment dire, partisane du bilan de ce grand débat. D'abord, on pourra remarquer que quand même la sociologie des participants et des contributeurs est très décalée par rapport non seulement aux Français, mais aussi par rapport à ce qui avait été le nœud de la crise, c'est-à-dire les couches populaires et les gilets jaunes. Et d'autre part, il retient la bonne formule de la droite de l'exaspération fiscale, là où l'essentiel de la demande était bien sûr moins d'impôts, mais surtout de la justice sociale. Moins d'impôts pour ces couches populaires qui n'en peuvent plus et qui ont un énorme problème de pouvoir d'achat. Et comme il y a une demande, alors les libéraux essaient de nous faire croire que quand on a moins d'impôts, on a donc moins d'État. Tout l'enjeu est de savoir s'il peut y avoir une autre politique économique, et ce débat n'a pas eu lieu, une autre politique économique qui serait de nature, par une relance, ce qu'on appelle historiquement la relance keynésienne, à adapter au monde d'aujourd'hui. Est-ce qu'une relance serait de nature à permettre d'avoir plus de recettes fiscales tout en ayant une fiscalité plus juste et mieux ciblée? Et donc le débat tel qu'il est, c'est quand même grosso modo, les Français ont validé notre politique et à quelques bémols près, quelques chouillas, à la marge, on va essayer de donner l'illusion et d'un symbole d'une justice fiscale qui est quand même redoutablement forte. L'injustice chez nous et l'inégalité fiscale est très forte. Alors je précise qu'on parlera des questions autour de la méthodologie du grand débat dans une demi-heure, et donc on va bien rester sur ces histoires d'impôts et de fiscalité. Annie Genevard, c'est vrai qu'un Premier ministre, fût-il La République En Marche, qui vous dit exaspération fiscale, ça vous parle, ça, normalement? C'est le constat que nous faisons depuis des mois, finalement. Est-ce que c'est un discours de droite? Non, c'est pas un discours de droite, c'est un discours, c'est un constat. D'ailleurs, la première remarque que je voudrais faire, c'est que le Premier ministre constate ce que chacun savait depuis des mois, donc ça pose la question de l'utilité de cette longue séquence de débats. Et il est clair que les Français croulent sous les impôts, ça c'est une évidence. Le taux de prélèvement en France est substantiellement supérieur à celui des pays de la zone euro. Les premières mesures fiscales de 2018, je le rappelle, c'est l'augmentation de la taxe sur les carburants, c'est l'augmentation de 25% de la CSG pour les retraités. Donc il y a effectivement aujourd'hui une situation fiscale qui est devenue insupportable. Je rappelle que 10% des Français acquittent 70% de l'impôt en France. Non, pas de l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu. Ce qui est epsilon dans notre recette fiscale. 10% des Français acquittent 70% de l'impôt sur le revenu. Donc on ne peut pas dire qu'on ait une situation qui soit optimale sur le plan de la fiscalité. Et effectivement, le constat, il est juste. Mais ce que je voudrais dire, c'est que le constat, c'est une chose, l'action en est une autre. Nous, ce que nous attendons du gouvernement, c'est qu'il agisse en responsabilité et en corrélation avec le constat qu'il fait. Or, on voit bien dans le discours du Premier ministre hier, c'était extrêmement... On est resté à la surface des choses, et ce que nous attendons maintenant, aujourd'hui, c'est l'action. Le président de la République a dit vouloir annoncer des mesures à partir du 15 avril et vouloir les étaler dans le temps. On voit bien la manœuvre politique qui consiste à faire durer encore les conséquences de ce grand débat jusqu'aux élections européennes pour ne pas les perturber. Non. C'est vrai que ça dure. En même temps, on le savait, aucune annonce n'était prévue hier. C'était plus ou moins le deal. Les annonces, c'est pour le président de la République. Moi, j'ai beaucoup aimé, juste une chose, j'ai beaucoup aimé la remarque d'un conseiller, donc là, on est dans la sphère du pouvoir, qui a dit
un joker ne fait pas une politique. Je pense que c'est un excellent résumé. Le joker du grand débat, il y a un moment où ça ne marchera pas. Jean-François Césarini, le ras-le-bol fiscal, ce n'est pas nouveau. C'est vrai qu'on a quand même envie de se dire, est-ce qu'il fallait tout ça, cette grande concertation, pour se rendre compte que les Français en ont ras-le-bol des impôts? Alors, exaspération fiscale, oui, mais après, il faut voir un petit peu ce qu'on met derrière ça. Moi, je suis assez d'accord. Je ne pense pas qu'on est face à un mouvement de rue qui soit un mouvement ultralibéral et qui dit qu'il faut baisser tous les impôts de tout le monde. Quand on entend le débat sur l'ISF, c'est remonter l'impôt. Quand on entend le fait de remonter la TVA sur les produits de luxe pour baisser justement la TVA sur les produits de première nécessité, c'est pas baisser de l'impôt, c'est juste dire à qui on baisse, à qui on monte, comment on le fait. Et donc effectivement, la question, c'est une question de répartition de justice fiscale et pas simplement, je vais dire, du trumpisme général en disant il faut baisser tous les impôts à tout le monde tout le temps. Genre, c'est pas ce que j'ai entendu moi dans les débats, c'est pas ce qu'on voit non plus. Donc effectivement, on l'a dit hier soir au Premier ministre lors de la réunion de groupe où il est venu nous parler, attention de ne pas effectivement tirer ce grand débat-là pour dire finalement c'est extraordinaire. Les gens du grand débat ils disent exactement ce qu'on disait nous. Non, parce que tout le monde fait ça sur les plateaux, que ce soit l'extrême droite, l'extrême gauche, finalement ce qu'on a vu dans les grands débats c'est exactement notre programme. C'est pas vrai, sinon les gens seraient pas reproche qu'on formule aussi à la République en marche. Certes, mais je le dis encore une fois parce qu'on aura ce travail-là nous aussi à faire et pas prendre argent comptant, le fait de dire simplement le grand débat en général c'est juste baisser les impôts de tout le monde. Il n'y a pas que ça. Alors qu'est-ce qui s'est dit hier justement lors de cette réunion avec le Premier ministre? Est-ce qu'il y a déjà des pistes qui se profilent? Non, lui, ce qu'il dit régulièrement, c'est dire moi je vais donner le cadre général, je vais donner les généralités, c'est le président qui fera les propositions. En gros, je vais faire le pourquoi et lui fera le comment. Ce qui est d'ailleurs un petit peu étonnant, parce que dans les institutions, c'est plutôt l'inverse. Ouais. J'ai pas envie que cette semaine-là soit un discours au Congrès de la part du Premier ministre, à la fois à l'Assemblée nationale et au Sénat, et que d'un coup, le président Macron se comporte en Premier ministre et qu'il soit trop exposé. Je pense qu'il faut respecter les institutions. J'aurais préféré, pour ma part, que chacun fasse un peu de pourquoi et un peu de comment, et qu'ils se répartissent les rôles. Donc ce qu'il a donné, c'est effectivement un cadre général, c'est ce qu'il fera cet après-midi, et ensuite on est rentré un petit peu dans des dossiers particuliers, que ce soit les retraites, que ce soit les 80 km/h, sans qui puisse nous dévaluer quelle que soit n'importe quelle mesure pragmatique. En tout cas, à travers cette discussion autour de la fiscalité, justice fiscale, exaspération fiscale, est-ce que vous êtes d'accord pour dire les uns les autres qu'on est au cœur du mouvement des Gilets jaunes? Marie-Noëlle Lienemann, est-ce que là on touche vraiment les préoccupations qui sont manifestées? La fiscalité est un des piliers de la question du pouvoir d'achat et de la justice, et aussi d'ailleurs de l'accès aux services publics. D'ailleurs, j'observe que c'est un mot, il dit jamais égalité. Le Premier ministre, ça a l'air de le gêner. Il parle d'équité, dans tous les mots que les libéraux utilisent depuis des lustres, pour essayer de contourner la question de l'égalité d'accès, par exemple, aux services publics. Alors oui, cette question, mais ça n'est pas la seule. Néanmoins, chez les Gilets jaunes, il y avait aussi leur pouvoir d'achat. Donc c'est pas simplement dans l'absolu plus de justice, c'est fondamental de justice fiscale, mais c'est comment on améliore le pouvoir d'achat. Et là, les réponses doivent être concrètes et tangibles. Parce que les 10 milliards qui ont été soi-disant dégagés, dont je rappelle qu'une partie, c'est de l'annulation de hausse, donc c'est pas de 10 milliards injectés dans l'économie nationale comme cela. Par exemple, la baisse de la TVA sur les produits de première nécessité, la question de la TVA en France, elle est fondamentale. Parce qu'on nous dit toujours, que le taux de prélèvement obligatoire est plus élevé. Oui, bien sûr, parce que chez nous, il y a la sécurité sociale. Donc on peut aussi avoir des systèmes mutualisés qui ne sont pas comptés dans les dépenses, mais enfin, je crois que les Français ne souhaitent pas la remise en cause. En revanche, la partie pur sucre du fonctionnement de l'État est assez comparable avec les autres pays européens. Il y a quelques différences sur certains sujets, comme par exemple l'école, puisque chez nous, l'école est, dès la maternelle, comptée comme un prélèvement obligatoire, alors qu'ailleurs, on paye un jardin d'enfants privé, ou bien les hôpitaux, qui chez nous sont les hôpitaux publics, la question du sens de l'impôt, là, en fait. Donc il y a d'abord le sens, mais surtout, j'insiste sur l'effet pouvoir d'achat. Il y a une demande d'effet pouvoir d'achat, baisse de la TVA. Que tout le monde paye, pour le coup. Que tout le monde paye. Et évidemment, si on veut avoir un effet notable, il faut trouver d'autres ressources, et c'est là qu'on retrouve l'ISF et la question de la flat tax et la question du nombre de tranches dans l'impôt sur le revenu, qui par ailleurs en France mériterait, mais ça on ne peut pas forcément tout faire d'un coup, et je ne crois pas que l'heure soit venue avec ce gouvernement d'une grande réforme fiscale. Ce serait quand même de rééquilibrer taxes indirectes et impôts sur le revenu plus universels. Christophe Barbier, la marge de manœuvre est étroite pour le gouvernement. Justement, pour rebondir sur ce que disait Marie-Noëlle Lienemann, est-ce qu'on sait quelles sont les pistes sérieusement évoquées, envisagées par le gouvernement pour baisser l'impôt, pour rentrer dans le concret? Le gouvernement a plus communiqué sur les pistes qu'il excluait. Ouais.
rétablir l'ISF, Emmanuel Macron a essayé de démontrer que de toute façon c'était un mauvais impôt et que s'il était bon depuis 1981, il aurait apporté plus de fruits et que le rétablir c'était surtout prendre le risque de voir fuir des gens qui, en restant en France, par leurs dépenses ou leurs investissements, pouvaient être utiles. Encore faut-il être sûr que l'argent qu'on leur a laissé soit bien investi. Et là, le gouvernement devra vérifier tout cela. C'est prévu, hein, c'est à l'automne, je crois. C'est prévu. Oui, c'est prévu, il y a une évaluation et il a même dit, le président, qu'il fallait peut-être le conditionner, cet impôt-là, à l'investissement réel, ce qu'on avait proposé nous en tant que députés. On nous a dit surtout touchez pas à ça. Donc, et finalement, on a vu que le président a bougé là-dessus. La mécanique va se caler. Comme c'est les tout premiers mois où les anciens payeurs d'ISF n'ont plus à le payer, c'est normal que ça prenne un peu de temps. Ensuite, on voit que le gouvernement est très rétif sur la baisse de la TVA, avec un argument qui s'entend. Si on baisse la TVA et que les vendeurs de produits en profitent pour augmenter leur marge, pour le consommateur, il n'y aura pas de gain. Pour l'État, il y aura un manque à gagner et ce sont les grandes firmes qui auront fait leur beurre. Alors peut-être faut-il avoir une réflexion sur la TVA des produits de luxe. Parce qu'à ce niveau-là, les consommateurs ne sont pas tellement regardants sur le prix. Les distributeurs font attention à leur marge, même s'ils ont déjà des marges confortables. Et ça peut rapporter beaucoup à l'État. Il y a peut-être quelque chose à faire avec des contribuables. Ce qui n'est pas la baisse d'impôt pour le coup. C'est pas une baisse d'impôt. Mais ça serait une manière de dire aux contribuables très aisés, on ne rétablit pas l'ISF, parce que c'est un mauvais impôt. En revanche, comme vous êtes des consommateurs aisés, que vous aimez bien dépenser votre argent, allez-y. Dans la dépense que vous ferez, il y a une partie qui sera une TVA supplémentaire qui reviendra dans nos caisses. Et c'est comme consommateur que vous la paierez, donc libre choix d'acheter des voitures de luxe ou des parfums de luxe. Ça ne sera pas comme contribuable. Ça, je pense, c'est une manière de faire du civisme fiscal qui peut être intéressant comme discours. Et puis, il y a cette interrogation sur la baisse de la suppression de la redevance audiovisuelle, qui me semble, moi, une très bonne idée. Puisque l'assiette va diminuer, il y a de moins en moins de gens qui auront ce qu'on appelle des télés. Ça va se réduire à souvent des personnes âgées, parfois isolées. Donc c'est un peu injuste, avec une taxe d'habitation qui va disparaître, de garder la redevance audiovisuelle. Il n'y a que 40% des gens qui la payent, la redevance, parce qu'il faut être imposable. Un booster de pouvoir d'achat. Non, c'est sûr. Tout ce que vous dites, alors très bien. Alors rétablissons pouvoir d'achat. Rétablissez le calendrier initial de la suppression de taxe d'habitation, puisque ça devait être supprimé tout de suite, ça a été étalé dans le temps. On parle d'un calendrier allongé. Non, que le président Macron tienne la promesse du candidat. Allez, au 1er janvier 2020. Plus de taxes d'habitation pour personne, ça sera applaudi par le Conseil constitutionnel. Structurellement, si on ne touche pas la TVA, durablement, on affaiblit la consommation populaire par rapport au reste. Or, économiquement, nous avons besoin de soutenir cette consommation populaire. Mais si les prix ne bougent pas, ça ne changera rien au pouvoir d'achat. C'est pas vrai, vous nous avez fait ce pipeau. Quand on augmente... Sur les restaurateurs, on s'est fait avoir. Oui, mais 30 secondes, il s'agit d'avoir un effet massif que les consommateurs pourront contrôler, que la DGCCRF pourrait contrôler. On nous dit toujours que quand on l'augmente, ça n'a pas d'effet sur les prix, et que quand on la baisse, il n'y en aurait pas non plus. Quand on augmente, ça a un effet sur les prix. Quand on la baisse, on n'a pas. Alors, il faut trouver une méthode de régulation. On est un des pays où la taxe indirecte est massive, alors que dans les autres pays de l'Union européenne... Même si la TVA française est plutôt plus basse que nos voisins européens. Non, ça dépend. S'il est difficile de réguler par la recette, c'est-à-dire par les impôts, la TVA qu'on perçoit, est-ce qu'on peut réguler par la dépense? Proposition iconoclaste, selon la tranche d'impôt sur revenu dans laquelle vous êtes, vous n'avez pas les mêmes remboursements de sécurité sociale. Oui, mais alors ça, c'est compliqué, je suis d'accord, mais quelqu'un ça enlève la philosophie de l'universalité des droits. Sauf peut-être pour les médicaments les plus courants. Il y a des débats sur certains remboursements de médicaments. Puis vous voyez la complexité en fonction de votre... La carte vitale de couleur selon l'impôt sur le revenu, c'est pas simple. C'est pas simple, je suis d'accord. Annie Genevard, vous, à droite, du côté des Républicains, on propose une sorte de contribution collective de l'impôt, c'est ça ? Alors moi, j'entends les différents intervenants. Je pense qu'il faut sortir de cette imagination fiscale. Tout ne se résout pas par l'impôt. J'entends ce que dit M. Barbier sur les produits de luxe. Il se fait que dans ma région, il y a énormément d'industrie sur ces produits-là. C'est de l'emploi, c'est des savoir-faire exceptionnels. Donc on pense toujours au consommateur final, mais on ne pense pas aux filières économiques que cela représente. Nous, notre philosophie n'est pas dans l'imagination fiscale. Si on veut moins d'impôts, il faut moins de gaspillage d'argent public. C'est ça l'épreuve de vérité devant laquelle le président de la... Du nombre de députés, on est d'accord, vous êtes contre la réduction du nombre de députés. Alors attendez, ça c'est autre chose. Si vous permettez, on va rester sur la fiscalité, puisque c'est la question sur laquelle on a dit. Oui, d'accord. Donc, sur la fiscalité, on voit bien, je vais vous livrer ce que j'ai observé hier à l'Assemblée nationale, le jour même où le Premier ministre nous dit exaspération fiscale, il faut moins d'impôts, on ne peut pas en sortir si ce n'est en diminuant l'impôt. Ce même jour, à l'Assemblée nationale, nous nous apprêtons, enfin la majorité s'apprête à faire voter un texte
qui alourdira la fiscalité des entreprises d'1,6 milliard. Oui, enfin, les La taxe GAFA. GAFA. Non, pas les GAFA. Non, Laquelle- pas les GAFA. quelle- L'article 2 de cette loi prévoit que la diminution de l'impôt sur les sociétés qui était prévue C'est va un gel pendant s'interrompre. un an pour payer va les s'in- annonces de 10 oui, milliards du mois sauf- de septembre. du Sauf mois de décembre. que ces entreprises, lorsqu'elles ont imaginé que l'impôt sur les sociétés serait affaibli d'1,6 milliard, vont découvrir la très mauvaise surprise qu'en réalité, Enfin, bon, elles vont les devoir gilets jaunes- acquitter 1,6 les milliard gilets jaunes Des de entreprises, plus. président, Les qui coûtent dix- 250 les- millions d'euros de Ouais. chiffre d'affaires. Mais oui, Nous mais sommes c'est- d'accord, hein. oui. Non, mais c'est juste pour être... Oui, mais ces entreprises, elles fournissent Oui, non, de mais là, l'emploi. c'était pas une revendication Elles des participent, Gilets jaunes, hein. elles participent à la dynamique Oui, c'est ça, économique on du connaît le pays. pipeau. Donc pourquoi est-ce que parce qu'elles feraient 250 millions de chiffre d'affaires, elles ne seraient pas exposées elles aussi à des fragilités ou des difficultés de conjoncture? Je vois pas C'est un à gel quel pendant un an, motif. c'est pas une augmentation. C'est un gel pendant un an, peut-être. Pendant 2 ans, peut-être. Pendant 3 ans, Non, mais là, peut-être. vous Parce qu'il êtes y a en été train- voté, 2000. c'est pas- Mais non, mais ça veut dire C'est pas du tout concrètement. une revendication qui était montée du terrain, Non, mais ça. ça veut dire que Parce qu'au pire, concrètement, ce serait on vraiment les augmente TPE. la fiscalité des entreprises d'un milliard. Mais on a fait un tel transfert Mais- de la fiscalité et des Le concrètement, jour même, vous faites quoi pour baisser la fiscalité des Français? le jour même où le Premier ministre fait le constat d'une exaspération fiscale, le jour même à l'Assemblée nationale, la majorité nous présente un plan d'augmentation de la Mais fiscalité. pour ça parlez-nous que de c'est ce ce que que je disais vous, tout à l'heure, vous c'est pas qu'un feriez problème plutôt que de de baisse des commenter impôts. ce que ferait la de justice sociale. Nous Et je pense que ce qui est remonté du terrain, c'est proposons- ces entreprises de proposons 250 une millions baisse de d'euros payent pour les l'impôt. 10 milliards On d'annonces aurait pour aimé pour que le- le Premier ministre... Annie Genevard, Annie Nous Genevard. proposons une baisse de l'impôt sur le revenu de 10%. Nous proposons l'annulation de la hausse de la CSG. Nous proposons la réindexation des pensions de Ça, retraite. Il oui, n'a mais pas été l'argent question prend des où parce que- retraités. pardon, c'est mais- vrai. Oui, mais c'est la question. des salaires, il, hein. il faut diminuer la dépense publique. Alors, moins de profs, d'autant- moins de surveillants de prison. Non, enfin, c'est- non, Alors, non, effectivement. C'est la réponse qu'on nous objecte toujours. Alors, combien de policiers en moins, combien Mais parce que c'est d'infirmières en toute moins la clé du problème. Mais c'est toute la clé du problème, mais il y a sans doute d'autres économies Enfin, à vous les avez rechercher. jamais trouvés quand vous Bah, étiez au la pouvoir, droite d'ailleurs, propose pas. de passer Écoutez, de 35 heures à alors, et quand 39 même, heures pour les fonctionnaires. Alors, C'est pas c'est facile. par exemple... L'imagination débordante, c'est C'est- vite limité. Hein. Écoutez, on peut rester en l'état et puis continuer à Non, augmenter non. les impôts et la charge de l'État. Je crois qu'il faut diminuer la dépense publique. Il y a des marges de manœuvre. On Oui, l'a vu mais donnez- avec... Pardon ? Donnez des exemples. Ah mais les exemples, ils sont clairs. La convergence des systèmes de retraite, la fin des régimes spéciaux, Mais ça la va être question de des l'augmentation du économies temps très de faibles. travail, la rationalisation des dépenses de l'État avec toutes ces agences qui coûtent énormément d'argent. On a chiffré très précisément, c'est le grand impensé du bilan qui a été fait hier par le Premier ministre. On ne sait pas, le corollaire de la baisse des impôts, c'est la baisse de la dépense publique. C'est la fin du Enfin, moi, gaspillage. j'observe que chaque fois que vous avez fait baisser la dépense publique, c'était supprimer des services publics de proximité. Et Non. maintenant, vous pleurez comme des Non, mamans. absolument Césarine. pas. Vous l'avez pas eu. Absolument Si on pas. revient- Je crois exactement ce que vous que avez fait quand c'est vous étiez au toute, c'est pouvoir. toute la Ou l'éducation qui a été bradée Non, avec la suppression non, de postes non, sous M. non. Sarkozy. Juste si on Si veut la revenir au question, débat, si la question de la plutôt qu'au qualité de programme l'éducation relevait uniquement d'une question de Pas moyens, uniquement, mais ça se beaucoup. saurait, Oui, Madame eh ben, Lienemann. ça se sait. saurait. Et la Ça se gauche a sait, madame. fossoyé, Ça se sait, l'éducation madame, puisque nationale. toutes les Jean-François études montrent Césarine. que c'est lié au Par salaire rapport au des grand débat, étudiants par et à rapport à ce leur qu'on a nombre. entendu, on a entendu votre programme, mais moi, j'ai pas entendu dans le grand débat et je vois pas dans les restitutions le fait de dire plus on allège les charges, plus finalement ça va ruisseler, vous allez voir, ça va se libérer et puis Non, c'est finalement. vous qui parlez de ruissellement. Non, non, c'est- vraiment, c'est on n'en votre parle jamais. Les mais pour le premiers coup, de c'est- cordée, c'est- mais les premiers de cordée, c'est- c'est vous. Nous, on parle Premier pas de cordée, de c'est toujours ruissellement. intéressant. Si le dernier de cordée monte la montagne, c'est le premier peut plus monter. Et c'est Oui, tout enfin, l'intérêt de ce qui se passe ici. C'est-à-dire que si on considère que le premier tire tout le monde vers le haut parce qu'on l'a allégé, ça ne marchera pas. Si on c'est considère qu'effectivement, en réduisant les inégalités, on crée de la croissance et de la force, c'est ce qui est demandé quand les gens sur les C'est ronds-points pas nous ce que disent dit, nous, on paye pas. Philippe. Attendez. Quand nous, on paye plus de carburant, mais on voudrait aussi qu'il y ait une taxation sur le kérosène. C'est pas moins d'impôt. C'est juste de la justice. C'est-à-dire, nous, quand on paye, on veut aussi que l'ISF soit là, ou en tout cas que les riches contribuent à un moment. C'est pas savoir si on baisse ou on monte les impôts. C'est qui les paye, comment on les paye, et qu'est-ce qui fait société. Qu'est-ce qui fait à la fois sur la fiscalité, vous avez raison, c'est pas l'alpha et l'oméga du débat. C'est aussi sur la démocratie, comment on partage la co-construction politique. On l'a vu sur le sorte de démocratie participative qui est le grand débat. C'est beaucoup plus vaste que ça. Alors qui doit en payer moins et comment? La classe moyenne? Aujourd'hui, ce qu'on voit, enfin moi, ce que je vois là dans la remontée du grand débat, et il y a des choses qui sont positives, et il y a des choses sur lesquelles qui sont difficilement acceptables. Quand on dit qu'il faut mettre moins d'argent dans le logement, ce qui est l'une des revendications qui sont remontées du grand débat, enfin sincèrement,
Moi, je pense que personne n'est pour autour de cette table-là. Ça, à mon avis, ça vient de la République En Marche avec Bercy. Mais c'est pas nous qui avons rempli les cahiers de doléances. Si, quand on voit la population qui suit qui a répondu notamment... Ah, vous mordez sur le thème suivant. Ouais. Voilà. Moi, j'attire votre attention que déjà dans le grand débat, quand vous faisiez votre grande marche là, sur le programme, qu'est-ce qui sortait à la fin? Tout ce qui était dans les cartons de Bercy, comme par hasard. Hein. Donc, cette convergence entre un petit noyau et le texte et les idées de Bercy est tout à fait notoire. Sur le logement, c'est évident que ça vient de là. Jean-François Césarini, on parlait de la redevance audiovisuelle, qui est l'objet d'ailleurs d'un conflit entre Gérald Darmanin et le ministre de la Culture. Qu'est-ce qu'on dit au sein de la majorité, du côté des députés? On est plutôt pour? On est plutôt pour, mais c'est vrai que ça débat beaucoup. Et enfin, c'est toujours le même débat. Est-ce qu'on fait des mesures uniquement comptables, et c'est important, ou est-ce qu'on fait aussi des mesures symboliques? Et le problème qu'on a eu, je pense, aussi depuis le début, ce qui a mené aussi ce mouvement des Gilets jaunes, c'était qu'on a peut-être trop délaissé le côté symbolique et le sens de notre action pour juste faire des choses qui étaient utiles, qui étaient pragmatiques, mais uniquement comptables et administratives. Je pense qu'aujourd'hui, il faut revenir au symbolique. Oui, je pense qu'il faut raconter une histoire. Pour le coup, l'ISF, c'est pas ça qui va combler, je veux dire, le déficit du pays, mais c'est symbolique. Genre, le kérosène, c'est pas ça qui va changer effectivement beaucoup de choses. Mais on dit, si moi je paye pour mon essence, il faut que les autres payent aussi. Enfin, c'est comment ça fasse société. Bien sûr que c'est très important de dire, voilà, on fait de la fiscalité, on fait tout ce qui est compte public, administration, et on l'a fait. Mais si on fait pas de symbole, alors on devient un symbole, et c'est un peu ce qui est arrivé au président. C'était d'abord un débat pouvoir d'achat au début. Et je rappelle qu'on parle plus de ça maintenant. Et là maintenant on parle de fiscalité. Il faut que ce soit un peu plus juste. Mais ça parlait aussi de démocratie. Après le RIC, c'est pas du pouvoir d'achat. On va en parler après. Mais je veux dire quand même que j'entends rien dans le discours, même dans l'analyse du gouvernement, qui parle du pouvoir d'achat. Alors après, on peut avoir une vision de droite comme les Républicains la préconisent. On peut avoir d'autres visions. Moi, j'en porte une plutôt keynésienne et de gauche. Mais au moins que le diagnostic sur le pouvoir d'achat soit là. Le mot, il l'a peut-être dit, hein, mais franchement, il a fallu chercher s'il l'a dit. Attendez que le président s'exprime. Oui, on est dans le diagnostic. En décembre, il a beaucoup parlé de pouvoir d'achat en décembre sur les 10 milliards, notamment avec la prime d'activité. Christophe Barbier, qu'est-ce qui s'est passé quand même pour qu'on perde le consentement à l'impôt comme ça? Parce qu'on a oublié les impôts, c'est l'école, c'est les routes, c'est les hôpitaux, l'impôt. Sacha Guitry disait il y a deux choses insupportables, c'est la mort et les impôts. Et il ajoutait, j'aurais dû mettre les impôts d'abord. Et en fait, les Français ont perdu confiance dans l'impôt parce qu'ils ont eu l'impression de payer toujours plus et que ça ne passait pas dans l'amélioration du service public. Non seulement l'amélioration du service rendu au public, mais même la qualité de vie des agents du service public. On manque d'infirmières, les tribunaux sont croulants et les professeurs sont mal payés. Donc on se disait, mais où passe cet argent? Par ailleurs, c'est ajouté à cela un doute qu'une partie de la droite dure exploite, qui est de dire oui, mais l'impôt qu'on vous demande sans cesse, il paye un assistanat, donc des gens qui profitent du système, et puis, pour une partie de l'extrême droite, il paye aussi l'immigration. Donc vous voyez, on a eu des biais idéologiques qui sont venus briser la confiance qu'ont les Français dans l'État, c'est-à-dire dans l'impôt. Oui, je paye, mais je m'y retrouve parce que ça fait de la cohésion sociale. Attention. Le vrai juge, en fait, c'est les marchés financiers qui continuent à payer, à prêter à la France parce qu'on sait partout sur la planète que les Français payent l'impôt et que l'État récolte les impôts. Donc tant que les marchés nous prêtent, c'est que finalement on peut râler sur les impôts entre nous. On est quand même des bons contribuables. Il y a eu le consentement à l'impôt. Philippe Lebel, quand il crée l'impôt, ses trésoriers payeurs généraux lui font une remontée de note en disant on crée l'impôt. Hein. Les Français refusent, il est trop élevé. Et Philippe Lebel a cette phrase géniale qui est de dire « Je vous autorise à négocier le montant, mais pas le principe. Voilà. On verra le montant ensuite. » On va quitter le 13e siècle, on va revenir au 21e. Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant pour évoquer la méthodologie du grand débat, parce qu'il y a pas mal de questions. On en a déjà abordé quelques-unes. À tout de suite. Je vous retrouve ce soir à 22h pour Grand Angle sur BFM TV. Regardez Grand Angle et protégez vos yeux des UV avec les verres Zeiss UV Protect. Ces produits sont des dispositifs médicaux. Retrouvez l'appli BFM TV sur votre... Et au fait, vous savez pourquoi 9 clients sur 10 recommandent Feu Vert? Parce que comme Juliette et sa famille, ils sont tranquilles. Ils savent que pour la sécurité et les prix, avec Feu Vert, pas de dérapage. Et pendant le mois Feu Vert, jusqu'à 100 € offerts sur les pneus de grande marque. Oui, 100 € offerts, pose experte garantie. C'est ça, la patte de l'expert.
projet d'Isorg, depuis l'origine, c'est à la fois un projet de développement d'une technologie unique, innovante, de rupture, dans le domaine des capteurs imprimés, mais également avec une vision industrielle et une ambition industrielle d'être la première société leader sur ce marché. La société souhaitait pouvoir bâtir un immobilier spécifique sur Limoges parce qu'elle y trouvait un écosystème et des partenariats très intéressants pour son développement. Donc nous avons fait un accompagnement en ingénierie, en expertise et finalement en fonds propres. Sur un projet de un peu plus de 9 millions d'euros, nous avons apporté 40% des besoins en fonds propres pour constituer cette société, ce qui correspond à un engagement de 480 000 €. Trouver aujourd'hui un partenaire pour financer de l'immobilier dans des sociétés innovantes, quasiment aucun établissement ou partenaire bancaire sont capables de se positionner et la Banque des Territoires a su le faire. SUV Peugeot 2008 avec Grip Control. En ce moment, le SUV Peugeot 2008 est à partir de 14 990 €. Prise exceptionnelle. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Nous allons avoir de belles éclaircies, Christophe. Patience par endroits, avant vraiment de voir le soleil. C'est déjà là pour ce qui est du sud-ouest, du côté tout du moins du sud de la Nouvelle-Aquitaine, comme ici à Biarritz, alors que près de la Méditerranée, pour une fois, on a plus de nuages, surtout autour du golfe du Lion. Regardez ces images à Leucate dans l'Aude, où on a la perturbation, avec parfois des averses qui se dirigent un petit peu plus vers l'est. On a également énormément de nuages sur le nord-est, sur le nord, là aussi avec de la pluie. Les éclaircies les plus franches, c'est vraiment entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine. On retrouve des précipitations sur l'Île-de-France, sur les Hauts-de-France, également vers la région centre. Les pluies qui circulent sur le Languedoc, mais pas seulement, également vers les Cévennes. Et cet après-midi, on aura le droit quand même à plus d'éclaircies, mais à partir de 15-16 heures, des averses orageuses très localement vont se développer sur quasiment toutes les régions. On aura toujours un ciel couvert avec de la pluie sur l'extrême nord et un temps plus calme entre la Bretagne et la Nouvelle-Aquitaine, ainsi qu'à proximité des Alpes, dans des températures qui cet après-midi ne changent pas réellement par rapport à hier.
Le minimum à Lille sous les nuages avec 12 degrés. Il y aura 16 pour la capitale, jusqu'à 19 pour Grenoble et pour Montélimar. Et demain, on retrouvera toujours les nuages sur la moitié nord et beaucoup plus d'éclaircies au sud. C'était la météo avec BNB Hôtel. Il est 11h30 sur BFM, le live BFM qui se poursuit avec le débat au sein de l'opposition. Beaucoup dénoncent une mascarade, une opération de communication interminable. Comment le gouvernement peut-il en sortir par le haut? Et finalement, comment en sortir tout court alors que le président de la République ne s'exprimera pas avant la semaine prochaine? On va en parler avec nos invités. La priorité en tout cas, c'est le pouvoir d'achat. La piste, la réduction des impôts. Édouard Philippe a été clair hier parlant d'exaspération fiscale. D'où vient la rupture du consentement à l'impôt? C'est l'heure du débat dans le live BFM. Mais avant donc de débattre et d'en parler avec nos invités qui sont toujours en plateau avec nous, on va se rendre à l'Assemblée nationale où nous attend Thomas Soulier, puisque c'est là que ça va se passer cet après-midi avec le discours du Premier ministre devant les parlementaires. C'est une nouvelle étape de cette grande concertation que beaucoup jugent, Thomas, interminable. Ah oui, car après le débat partout en France, les conférences citoyennes régionales, mais aussi les discussions au Parlement, la restitution hier, eh bien, voici une nouvelle étape, une de plus, eh bien, c'est ce débat dans l'hémicycle sur l'après. Dans l'hémicycle, donc, autour de 16h30, le Premier ministre va prendre la parole pour un discours, selon son entourage, qui permettra, je cite, de tracer les grandes lignes, fixer les pistes et la méthode, et puis les députés débattront durant 3 heures environ. Tout cela ne sert à rien. Voilà ce que me confiait un député de la majorité. Chacun va dire la sienne. Édouard Philippe ne va rien annoncer. On perd notre temps. Fin de citation. Et en effet, vous le disiez, la majorité, tout comme l'opposition, se montre très impatients. Ils attendent ces fameuses mesures. Quand vont-elles tomber? Eh bien, en début de semaine prochaine, ces mesures seront dévoilées non pas par Édouard Philippe, mais par Emmanuel Macron, qui mettra fin ainsi à ce trop long suspense. Thomas Soulier avec Gaëtan Malaquin à l'Assemblée pour BFM TV. Jean-François Césarini, on est entre nous là. Est-ce que vous aussi, c'est ce que je me disais. Est-ce que vous aussi vous commencez à trouver le temps un peu long? Allez, soyez honnêtes. Non, c'est pas tellement le temps long, sincèrement, parce que je vais vous dire un truc qui va peut-être vous choquer. Je pense qu'on sortira jamais de la méthode du grand débat. Moi, déjà, j'ai des débats qui sont en train de se poser pour les municipales sur mon territoire. Non, mais ce que je veux dire, c'est que le fait de co-construire la décision politique, c'est moi finir. Le fait de co-construire la décision politique plus avec les citoyens que ce qu'on l'a fait avant, à mon avis, ça ne changera plus, on ne reviendra pas en arrière et c'est plutôt un acquis. Ensuite, le fait de ne pas attendre le grand soir du président de la République qui va dire « je vais vous donner 15 mesures et vous allez voir la France dans 2 mois, c'est le paradis », effectivement, encore heureux qu'on est un peu plus adulte que ça et qu'on sait que ça va se passer dans le temps et qu'évidemment ça va se construire et qu'il y a des choses qui changent et que la réalité économique change et qu'il y aura des propositions différentes, etc. etc. Je pense que c'est la méthode du grand débat est aussi importante que les conclusions qui vont en sortir, aussi importante. Pas plus importante, mais qu'encore une fois, cette fait de co-construire autrement, d'avoir plus d'horizontalité, c'était une vraie demande dans ce mouvement-là, va dépasser même les mesures qui sont faites pour le gouvernement et pour les mesures nationales, aussi sur les élections locales. Enfin, l'idée du grand soir, c'est quand même ce qui est un peu en train de se profiler. Hein. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe est à la manœuvre, mais il ne parle pas avant qu'Emmanuel Macron parle la semaine prochaine. C'est quand même le roi qui va commenter. Je vous le disais tout à l'heure, moi j'étais plutôt pour le fait que le Premier ministre et le Président fassent à la fois le pourquoi et le comment. Parce que d'un coup, ça donne une posture assez présidentielle au Premier ministre, qui fait une sorte de discours au Congrès, j'allais dire en 2 temps, et à la fois un discours et à la fois une posture très Premier ministre au Président de la République, ce qui l'expose trop fortement. Donc je pense que là-dessus, le Premier ministre a peut-être pas assez protégé son Président, je le dis. Mais pour le coup, oui, il y a quelque chose qu'il est normal que le Président soit aussi en première ligne. On sait que c'est son tempérament, qu'il a envie de prendre ça à bras-le-corps. Mais attention, n'attendons pas un soir, un discours qui va changer radicalement les choses, sinon on sera évidemment déçus. Il y a quand même un paradoxe, hein. Pardon, je soulève ça, mais on reproche au président d'être celui qui d'en haut va annoncer les mesures, etc. Mais enfin, depuis le début de ce malaise social, c'est un duel entre les Gilets jaunes et Emmanuel Macron. Ah oui. Toute l'opposition se retourne vers Emmanuel Macron en disant « tout est de votre faute, Monsieur le Président ». Donc c'est pas illogique qu'à la fin de l'histoire, ce soit lui qui annonce ces mesures-là, qui ensuite d'ailleurs seront votées par le Parlement. Seront votées par le début. Non mais oui, ça on est d'accord avec ça, mais elles seront finalement au début du débat. Il faut attendre que le débat ait lieu pour parler. Elles seront finalement votées par le Parlement en l'occurrence. Annie Genevard, puisqu'on parle du Parlement, est-ce que vous faisiez partie de cette centaine de députés qui a participé au demi-journal
journée de grand débat à l'Assemblée la semaine dernière. Ça a été un four, paraît-il. Oui, j'y ai participé, je suis même intervenue, mais ça a été un four. Oui, c'est vrai que ça n'a pas... Je peux vous dire, pardonnez-moi, mais je peux vous dire qu'on va regarder attentivement combien de personnes vont être dans l'hémicycle aujourd'hui. Oui, parce que franchement, moins de 100 la semaine dernière, après avoir dit qu'on avait piétiné les droits du Parlement et que tout ça, encore une fois, remontait au président, c'était un peu illogique de voir aussi peu de monde dans l'hémicycle. Alors j'y étais, donc les images qui ont été tournées et qui ont été données en boucle sur votre chaîne, elles ont été tournées au tout début. Hein, les députés sont arrivés ensuite. Enfin bon, ça c'est un élément technique. Il y avait plus de monde que vous ne l'avez montré. Je crois qu'un grand débat ne fait pas une politique. Au fond, ce qui s'exprime aujourd'hui, c'est une immense lassitude parce que ça fait des mois qu'on discourt. Au fond, vous découvrez le fil à couper le beurre quand vous dites on a besoin de démocratie locale. C'est ça qu'on a découvert. Mais quand on a été maire, comme je l'ai été, comme Mme Lindemann l'a été, on sait beaucoup aussi. On sait très bien que la démocratie locale, elle est un modèle du genre, modèle que le président de la République, au début de son quinquennat, a piétiné en disant les maires sont des lobbyistes. Les maires sont des lobbyistes. Voilà ce qu'il a dit des maires. Grande marche, pour redécouvrir ensuite l'intérêt des maires. Et c'est une des leçons que livre ce grand débat, c'est que les Français sont attachés à la proximité locale, qui est un modèle de démocratie participative précisément. Je crois que ce qui ressort, c'est que au fond, et c'est ce qu'a dit un conseiller du président de la République ou du Premier ministre, il n'a pas dévoilé son identité. Un débat, c'est un joker ne fait pas une politique. Ce qu'on attend maintenant, c'est véritablement des actes qui soient en conformité avec ce que les Français attendent, c'est-à-dire moins d'impôts, plus de considération. Et on va pas repartir sur la fiscalité. Marie-Noëlle Lienemann, on entend beaucoup d'entre vous dire c'est trop long, ça dure trop longtemps, il faut tirer les leçons de ce qui s'est passé, il faut que ça aille plus vite, mais on a quand même appris des choses, non? Ah bon, moi je ne sais pas personnellement l'état de la France tel qu'elle ressort du grand débat sous réserve, comme je vous l'ai dit, du prisme sociologique très déformé, puisqu'on a plutôt des urbains, plutôt des gens plus riches, plutôt des plus vieux. Donc on n'a pas le gamme de la France, mais on n'a rien appris des problèmes. Donc pour vous, les problèmes de fiscalité, ça doit s'arrêter. Non, mais surtout ce que je veux dire, c'est la mise en scène permanente et récurrente où on a droit au même speech qui était déjà. On aurait pu avoir le discours de Philippe, du Premier ministre Édouard Philippe, le même. Il y a 3 mois, 6 mois, ils nous revendent toujours la même sauce de la même manière. Donc le fond du problème, c'est que ce grand débat n'a rien appris de majeur. Quant à la participation des Français, bon, très bien que les gens participent. Ça ne fait que 1,1% des Français qui se sont exprimés, ce qui fait très loin. Comme je vous l'ai dit, une sociologie bien particulière. Et pourquoi les autres ne sont pas allés alors? Parce qu'on leur demande leur avis. Mais parce que les gens, c'est pas justement la question de la démocratie participative. Alors, je partage l'avis de ma collègue. Le truc, c'est que le coût des réunions ou des comités citoyens où on fait des questionnaires avant les municipales, si vous ne l'avez jamais fait, moi, depuis des lustres, pour être élu dans une équipe municipale, c'est ce qu'on commence à faire. Cette expérience-là est quand même unique dans l'histoire de notre pays. Oui, enfin, c'est unique. C'est pas parce que vous avez fait 2 conseils citoyens au moment de 2-3 personnes par la bande qui sont souvent tenues par les politiques locaux. Et on sait très bien comment ça se passe. Avec 3 meetings, vous appelez ça un grand débat. 30 secondes. Le grand débat va faire la preuve que l'attente des Français, c'est pas de participer, causer toujours. L'attente des Français, c'est une nouvelle organisation du pouvoir dans lequel ils ont prise. Soit parce que la démocratie représentative les représente mieux, ce qui est un enjeu auquel il faut discuter, qui n'a pas été celui qui a été le plus débattu par eux, puisqu'ils sont rentrés assez culturellement, on le voit bien, les Français dans le moule, on attend tout du président, et quelque part, c'est nos élus ne nous parlent pas, puisque Dieu le Père ne nous entend pas. Mais alors que moi, mon diagnostic, c'est que le système institutionnel ne permet pas une juste représentation du peuple et son poids à travers le poids du Parlement. Mais ça n'est pas sorti du débat. En revanche, ce qu'ils ont demandé, et c'est ça, à mon avis, le sens du référendum d'initiative citoyenne, c'est de pouvoir dire à certains moments, halte, sur ces sujets-là, on veut donner notre avis. On ne veut pas qu'on nous impose. Je vous rappelle que l'Assemblée et le Sénat, toutes confondues au moment du référendum sur le traité européen de 2005. À ce moment, elles étaient mais à 80% pour. Et la France a voté non.
Donc il y a des moments où la tension entre la représentation et l'aspiration du peuple doit trouver des réponses. Là, c'est pas le fait de ne pas leur avoir demandé leur avis, c'est le fait de ne pas avoir tenu compte de leur avis, ce qui est un tout petit peu différent. Et par ailleurs, les deux sont importants. Et on verra, Marie-Noëlle Lienemann, on va marquer une pause. On verra si le président de la République a entendu l'aspiration du peuple dont vous parlez. Ce sera la semaine prochaine, son discours, vraisemblablement. On va continuer à en parler dans un instant. On marque une pause et on revient dans le live BFM. Merci d'être au rendez-vous du 20h politique. Ça pourrait rassurer. De son incapacité à... Il y a le feu à la maison. Semi-échec. On va dire, ils sont bons à rien. Vous avez le menu. Décryptage, donc à suivre dans le 20h politique. On se retrouve du lundi au jeudi à 20h en direct sur BFM TV. Sur le web, retrouvez BFM TV. Et au fait, vous savez pourquoi 9 clients sur 10 recommandent Feu Vert ? Parce que comme Juliette et sa famille, ils sont tranquilles. Ils savent que pour la sécurité et les prix, avec Feu Vert, pas de dérapage. Et pendant le mois Feu Vert, jusqu'à 100 € offerts sur les pneus de grande marque. Oui, 100 € offerts, pose experte garantie. C'est ça, la patte de l'expert. Le projet d'Isorg, depuis l'origine, c'est à la fois un projet de développement d'une technologie unique, innovante, de rupture, dans le domaine des capteurs imprimés, mais également avec une vision industrielle et une ambition industrielle d'être la première société leader sur ce marché. La société souhaitait pouvoir bâtir un immobilier spécifique sur Limoges parce qu'elle y trouvait un écosystème et des partenariats très intéressants pour son développement. Donc nous avons fait un accompagnement en ingénierie, en expertise et finalement en fonds propres. Sur un projet de un peu plus de 9 millions d'euros, nous avons apporté 40% des besoins en fonds propres pour constituer cette société, ce qui correspond à un engagement de 480 000 €. Trouver aujourd'hui un partenaire pour financer de l'immobilier dans des sociétés innovantes. Quasiment aucun établissement ou partenaire bancaire sont capables de se positionner et la Banque des Territoires a su le faire. Natural disaster threaten lives. Oracle Cloud helps keep NID data secure even when disaster strikes. We share what we learn to protect people and build safer cities. SUV Peugeot 2008 avec Grip Control. En ce moment, le SUV Peugeot 2008 est à partir de 14 990 €.
de batterie incluse. Le saviez-vous? Fasciné par l'Antiquité égyptienne, Alberto Giacometti s'est inspiré toute sa vie de l'art de cette civilisation. Plusieurs de ses œuvres emblématiques en portent la marque, et notamment le très célèbre Homme qui marche, dont la posture, vue de profil, rappelle les hiéroglyphes égyptiens. Alberto Giacometti, une aventure moderne. Olam à Villeneuve d'Ascq, un partenariat BFM TV. 2-1-0, on revient, 11h44. On se concentre. Nos invités sont toujours là. Marie-Noëlle Lienemann, qu'est-ce qu'on attend pour avoir les déclarations d'Emmanuel Macron? Il doit parler quand? Il doit parler comment? Pour que ce soit à la hauteur de l'enjeu. C'est surtout ce qu'il va dire qui compte. Bon, moi je pense qu'effectivement il essaie de passer, d'être le plus près possible des élections européennes, pour pouvoir après nous expliquer qu'il a été validé parce qu'avec 20, 23 ou 25%, je n'en sais rien, ou 18, La République En Marche aura un bon score. Ils nous expliqueront, et ça ce sera largement dû à la division du camp adverse et à l'incapacité de la gauche à porter une alternative et d'une certaine façon de la droite aussi. Et en tout cas, il va essayer de jouer cette carte-là. Mais qu'est-ce que vous avez envie d'entendre? Ben moi, j'ai envie d'entendre des mesures fortes de pouvoir d'achat. J'ai envie d'entendre que c'est pas simplement causer toujours, faisons du participatif, vous avez le droit sur Internet de faire des amendements parlementaires, toute chose très bien, qui a déjà été faite d'ailleurs sur certains, par exemple pour la loi sur le numérique. Je veux qu'on nous dise, voilà la relance du pouvoir d'achat, on change de cap, on met la gomme sur le pouvoir d'achat des couches populaires, on met la gomme sur plus de justice fiscale, fût-ce en progressivité. Deux, que les institutions permettent au peuple de se faire entendre dans des moments clés et qu'on développe le référendum et pas un référendum participatif où il faut que les parlementaires soient d'accord pour poser la question, etc. Mais directement, voire même inscrire dans la Constitution, ce que Chirac avait fait, c'est que tout élargissement doit passer par référendum en Europe. Moi, je propose que tout traité de libre-échange soit voté par référendum en France, parce que c'est des sujets sur lesquels... J'attends au moins ça du président. Et j'attends, in fine, qu'il fasse valider son choix, soit par des référendums, soit plutôt, ce qui me paraîtrait légitime, vu la cacophonie dans laquelle on se trouve. Et si on doit changer de cap politique, ce que je souhaite, il faut repasser devant les Français. Jean-François Césarini, je vais faire comme Damien tout à l'heure. On est entre nous. Allez-y, parlez-nous. On est toujours entre nous, donc ça n'a pas changé. On vient de parler du fond. Parlons un peu de la forme. Est-ce qu'on sait quelle forme va prendre justement cette prise de parole du président? Est-ce que vous avez des informations? Non, pour l'instant, il n'y a pas de... Nous, on n'a pas d'informations au niveau de la députation. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, il faut qu'il arrive à commencer à parler vite, parce qu'on voit qu'il y a une impatience, et effectivement ne pas tomber dans le discours absolu qui serait le grand soir révolutionnaire qui va changer le pays. Il faut comprendre aussi que le progressisme, que les réformes, ça se passe dans le temps, et que c'est normal aussi qu'il les échelonne, qu'on peut pas... Parce que si on fait un grand discours de 4 heures, 5 heures, où il parle de tout, la démocratie, la fiscalité, l'écologie, on va dire, ça y est, c'est encore un grand show, etc. etc. Il faut qu'il commence à parler vite, mais qu'il fait échelonner dans le temps, parce que pour bien comprendre, encore une fois, et je pense que c'est un acte de démocratie collective, que tout ne se passe pas sur un soir, sur un discours, et que les choses se construisent petit à petit dans le temps. C'est ça être progressiste, et pas justement être post-marxiste. Pour annoncer les 10 milliards en décembre, ça avait pris 10 minutes. C'est un discours qui était assez court, d'ailleurs il n'y a pas forcément besoin de faire long. Pour annoncer beaucoup de choses, Annie Genevard, Marie-Noëlle Lienemann disait priorité au pouvoir d'achat, est-ce que vous la rejoignez là-dessus? Alors, nous considérons qu'il faut que les propositions du président de la République, elles s'accordent avec les revendications exprimées par les Français. C'est en effet la question du pouvoir d'achat et pour ça, il faut baisser les impôts, il faut revaloriser les retraites, il faut annuler les hausses en tout genre qui ont eu lieu depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir. Et donc, il faut du concret. Il faut, pour l'instant, le président de la République a dit ni entêtement ni renoncement. Donc chacun va essayer de trouver dans ces deux mots ce que ça peut bien vouloir dire. L'épreuve de vérité, c'est l'annonce des faits, des décisions. Et pour cela, il faudra que le président s'exprime clairement sur la question du pouvoir d'achat, sur la question du financement, du maintien du financement des pouvoirs publics
en particulier ceux de la proximité. Au fond, ce grand débat, il a appris la France à Emmanuel Macron. Est-ce que de cet apprentissage ressortira une meilleure considération des classes moyennes, des retraités, des territoires, de la proximité? Pour ça, il faudra des mesures courageuses. Une partie de la France, puisqu'on rappelle que ce grand débat n'est pas forcément représentatif de tous les Français. Laurent Neumann, comment écouter sans se renier? Oui, alors c'est toute la difficulté. Ni renoncement, ni entêtement. Jusqu'à preuve du contraire, le Nini n'a jamais fait une politique. Donc ce qu'on attend, ce sont les choix de cette majorité. Et c'est le président de la République qui va les énoncer. Alors la question, c'est quand? Puisque visiblement, il y a de la lassitude, de l'impatience. La question, c'est quand? On sait qu'il y a un Conseil des ministres demain, Conseil européen. Il va revenir jeudi. Et jeudi, comme par hasard, il n'y a rien à son agenda. Jeudi, vendredi, il a le temps de s'entretenir avec ses conseillers. Ça veut dire qu'en gros, à l'issue du week-end, dimanche peut-être, lundi, peut-être, en début de semaine en tout cas, il va prendre la parole. Mais là où je rejoins ce que vous disiez à l'instant, je crois qu'il n'y aurait rien de pire qu'un discours venu d'en haut pour nous annoncer toutes ces mesures. Ce serait le contraire même de ce qu'a dit le grand débat, de ce qu'a dit ce mal-être. Donc ça veut dire qu'il va y avoir une prise de parole, mais qu'il en faudra sans doute d'autres du chef de l'État et de ceux qui l'entourent. Et que par ailleurs, toutes les décisions qui seront annoncées, elles vont s'étaler dans le temps. Je crois qu'on est parti pour 2-3 ans. On va se revoir donc. C'est une bonne nouvelle. Merci à tous les quatre d'être venus ce matin sur le plateau du Live BFM. Midi moins 10, le temps. Découvrez la météo avec B&B Hôtel. Soleil et fraîcheur, Christophe, vont partager